Le thème d'aujourd'hui abordé sera les heures de délégation et le temps de déplacement des élus. Je pense qu'on a tous eu, à un moment donné de notre carrière de syndicaliste, un souci sur des heures de délégation ou sur nos déplacements. Donc, je vais laisser parler Thomas, qui est notre juriste CFTC cadre, et bien sûr notre partenaire Clémence de la Fabrique Chardet. Et je leur passe la parole. Encore une fois, bienvenue à tous et bon webinaire. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, bienvenue à ce webinaire où j'espère que d'autres gens vont encore se connecter, mais on est déjà quand même pas mal. Donc merci à vous d'avoir pris le temps de venir discuter de cette question ô combien importante. Donc je me présente, hein, je m'appelle Clémence Chumatière pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent maintenant. J'ai travaillé pendant 7 ans à la CFTC Cadre et j'ai monté mon organisme de formation, donc la Fabrique Cherdet. Je suis formatrice des élus du personnel depuis 12 ans et je suis également experte en droit social et en négociation collective. Et bien sûr, Thomas Panoulier, qu'on ne présente plus, qui est juriste ici à la CFTC Cadre depuis maintenant 10 ans, 10 ans, ouais, et qui est donc conseiller technique CFTC Cadre. Donc là, c'est une petite présentation de mon cabinet, le dialogue social pensé différemment. Donc, je vous invite à aller sur la page si vous pouvez. Si vous avez besoin de formation, c'est également possible d'en discuter. Donc, comme le disait très bien Bernard, on est réunis aujourd'hui pour parler des heures de délégation, mais également du temps de déplacement qui est attaché à ces heures de délégation. Pourquoi on a choisi ce sujet? Tout simplement parce qu'on pense que c'est un sujet qui impacte énormément les élus. C'est un sujet, enfin, c'est quand même votre moyen principal pour exercer et mener à bien toutes vos missions. Aller discuter avec d'autres représentants des conditions de travail, aller voir les salariés pour connaître leurs réclamations, ou encore aller voir l'inspection du travail pour veiller au respect du droit par l'employeur. Tout ça, c'est vos heures de délégation qui le permettent. Donc, on vous propose ce sommaire pour notre webinaire. Donc, d'abord, on va parler quels sont les représentants, de qui on parle, quels sont les représentants du personnel qui bénéficient d'un créditeur, qu'il soit élu ou désigné d'ailleurs. On va ensuite vous parler du calcul des heures de délégation et de leur utilisation. Donc, c'est Thomas qui vous en parlera également. Et on parlera également du dépassement du créditeur en cas de circonstances exceptionnelles. On verra ce qu'est une circonstance exceptionnelle, ce qui n'en est pas aux yeux de la jurisprudence. On parlera bien sûr également en pratique, comment on prend les heures de délégation, et on continuera avec la pratique, avec quelque chose que vous connaissez tous sûrement très bien dans les entreprises, les bons de délégation. Donc, comment on les met en place, quelles sont les règles légales de mise en place et d'utilisation de ces bons. Nous parlerons ensuite, bien sûr, de la liberté de déplacement et des heures de délégation. Sont-elles décomptées ou pas quand vous vous déplacez? Et enfin, on conclura avec le paiement des heures de délégation, car vous le savez, c'est du temps de travail et donc, bien sûr, ça mérite salaire exactement comme quand vous occupez vos fonctions. Donc, je vais redonner la main à Thomas, qui va donc vous parler des représentants du personnel qui bénéficient de ce crédit. Merci Clémence pour cette introduction et ce sommaire. Effectivement, dans une première partie, je vais vous exposer quels sont les représentants du personnel qui bénéficient légalement d'un crédit d'heure, puisque le Code du travail octroie l'heure de délégation à un certain nombre de représentants du personnel et les listes. Alors évidemment, les délégués syndicaux et dans certains cas, les délégués syndicaux centraux en font partie, tout comme les membres titulaires du CSE, les représentants syndicaux au CSE et au CSE central dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise d'au moins 501 salariés, les membres du conseil d'entreprise qui réunit le CSE et les délégués syndicaux, le représentant de la section syndicale et encore quelques autres représentants qu'on n'a pas listés parce que sinon ce webinaire pourrait durer toute la journée. Je pense notamment aux membres des CPRI, par exemple. Voilà. En revanche, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que certains autres représentants du personnel, eux, ne disposent pas d'un créditeur, en tout cas légal. Ce sont les membres du CSE central. En fait, ceux-ci peuvent utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membres d'un comité d'établissement. Et en revanche, une disposition prévoit, justement, comme ils n'ont pas d'heures de délégation, que le temps passé aux réunions du CSE central sera payé comme du temps de travail effectif.
ne disposent pas non plus d'un créditeur les membres du comité de groupe. Mais là encore, c'est pareil, hein, dès lors qu'ils assistent à une réunion du comité de groupe, ce temps est payé comme du temps de travail effectif. N'en disposent pas non plus les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE. Hein. C'est quelque chose qui a marqué les ordonnances Macron et le passage des comités d'entreprise au CSE. Mais on verra qu'il y a des moyens de contourner cette absence de créditeurs pour les suppléants. Et enfin, les représentants de proximité qui, sauf accord contraire, ne disposent pas d'heures de délégation en propre, j'ai envie de dire. Alors, cette absence d'heures de délégation, elle va avoir des conséquences évidemment préjudiciables pour l'exercice des fonctions de représentant du personnel. En fait, ça va rendre la mission beaucoup plus difficile. Par exemple, un représentant du personnel qui ne dispose pas de créditeur, s'il s'absente pendant ses heures de travail pour l'exercice de son mandat, il est susceptible d'être sanctionné. Je voulais vous faire un petit focus également sur le cas des suppléants. Vous le savez, hein, sauf disposition conventionnelle ou bien usage d'entreprise plus favorable, les suppléants au CSE ne bénéficient d'aucun créditeur personnel. Pour autant, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le créditeur dont ils disposent. Alors, il y a toutefois une limite sur laquelle on reviendra quand on abordera plus en profondeur le partage et le report des heures. Cette limite, c'est que ça ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie le membre titulaire. Mais on y reviendra. Ce qui est bon à savoir, c'est que lorsque le suppléant utilise les heures de délégation du titulaire, qu'il est amené à remplacer en raison, par exemple, d'une absence, les heures prises par le suppléant vont venir s'imputer sur le crédit d'heures du titulaire et vont bénéficier également de la présomption de bonne utilisation, notion sur laquelle Clémence reviendra tout à l'heure. Alors, en pratique, s'il y a un remplacement en cours de mois, en fait, il est vraiment important que le suppléant puisse être immédiatement informé du nombre d'heures de délégation que le titulaire a déjà utilisé, afin qu'il connaisse lui-même le nombre d'heures qu'il peut prendre. Et à l'inverse, au retour du titulaire, il faut absolument que le suppléant l'informe du nombre d'heures qu'il a prises et du solde d'heures qu'il reste. À noter également que si un suppléant dispose d'un crédit d'heures conventionnel, si un accord collectif prévoit que les suppléants peuvent disposer d'un certain nombre d'heures de délégation, il pourra toujours utiliser les heures du titulaire qu'il remplace. Alors, je vous propose maintenant d'entamer une deuxième partie sur le calcul des heures de délégation et leur utilisation. Alors, les heures de délégation, pour les membres titulaires du CSE, en fait, le nombre d'heures de délégation varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. En fait, les titulaires disposent entre 10 et 34 heures par mois.
Alors, pardon pour ce petit souci technique. Euh, Il y a eu une coupure de Wi-Fi. C'est bon, vous nous entendez? Vous voyez le partage normalement? Oui, c'est bon. C'est bon. Bah, c'est reparti alors. voilà, alors on reprend, je vous le disais, les heures de délégation des délégués. C'est le même principe, c'est fondé sur l'effectif de l'entreprise. Alors, la question qui se pose fréquemment, c'est est-ce qu'on peut cumuler des mandats, les mandats et du coup les heures de délégation qui sont liées à ces mandats. Alors, le salarié qui exerce plusieurs mandats cumule les crédits d'heures de chaque mandat. C'est le principe à retenir. Cela ne l'autorise cependant pas à utiliser les heures de délégation attachées, par exemple, à un mandat de délégué syndical pour des missions du CSE. Pour autant, il y a quelques exceptions. Dans les entreprises de moins de 2000 salariés, par exemple, le cumul des fonctions de délégué syndical d'établissement et de délégué syndical central ne permet pas de cumul des heures de délégation. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, pareil pour le cumul des fonctions de membres du CSE et de délégué syndical, le DS n'aura finalement que ses heures de délégation de membres du CSE pour exercer ses missions de délégué syndical. Et dernière exception concernant le cumul des fonctions de représentants de proximité et de membres du CSE, s'il n'y a pas d'accord qui prévoit des heures spécifiques pour le représentant de proximité. Alors, la durée du travail, c'est quelque chose qui est peu connu, mais peut avoir une incidence sur le crédit d'heures des représentants du personnel. D'abord, les salariés à temps partiel. Ils bénéficient du même nombre d'heures de délégation que ceux qui travaillent à temps complet. Mais attention, cependant, le Code du travail prévoit une limite importante, à savoir que le temps de travail, le temps mensuel de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être réduit de plus d'un tiers à l'utilisation du crédit d'heure. Donc, le solde éventuel de ce crédit d'heure pourra être utilisé en dehors des heures de travail du salarié à temps partiel. Petit exemple rapidement, un représentant du personnel dans une entreprise de 500 et quelques salariés qui cumule les mandats de délégué syndical et de membre titulaire du CSE. Il travaille 120 heures par mois, donc il est à temps partiel. Il ne peut consacrer à ses mandats que 120 divisé par 3, 40 heures pendant son temps de travail. Or, il totalise 48 heures de délégation, 24 au titre de son mandat de délégué syndical et 24 au titre de son mandat de CSE. Dans ce cas de figure, il aura un solde de 8 heures qui devra être utilisé par lui en dehors de son temps de travail. Autre incidence de la durée du travail sur le crédit d'heure qu'on rencontre évidemment souvent à la CFTC cadre, c'est le cas des cadres soumis à un forfait annuel en jours. En fait, s'il n'existe pas d'accord particulier sur la question, le salarié soumis au forfait jour verra son crédit d'heure regroupé en demi-journées. Ces demi-journées sont ensuite déduites du nombre annuel de jours travaillés qui est fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une demi-journée égale 4 heures de mandat. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que dans l'hypothèse où le crédit d'heure restant serait inférieur à 4 heures, à une demi-journée, le représentant du personnel qui est au forfait jour pourra bénéficier d'une demi-journée supplémentaire qui viendra en déduction de son forfait annuel. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a d'autres événements qui peuvent impacter le crédit d'heure, notamment la variation des effectifs. Ça, c'est une idée reçue qui revient assez fréquemment. En fait, on pourrait penser que le nombre d'heures est figé dans les mandats en cours et qu'il faut donc attendre le prochain renouvellement du CSE pour déterminer le nombre d'heures de délégation des titulaires. Pourtant, non, c'est pas le cas. En fait, il a été jugé il y a longtemps à propos du CHSCT, mais à mon sens, ça s'applique également au CSE, que la variation de l'effectif au-delà ou en deçà des seuils fixés doit être prise en compte dès le mois suivant pour la fixation d'une heure de délégation.
Donc, selon nous, cette solution doit être appliquée puisqu'elle finalement, elle n'a jamais été contredite. Autre événement qui peut impacter le créditeur, c'est une élection en cours de mandat. Les membres du CSE qui sont élus en cours de mois vont avoir droit pour le mois en question à leur créditeur complet, même s'ils sont élus le 29 ou le 30 du mois. Et celui-ci ne peut pas être donc réduit au prorata. Et cette règle, c'est la même pour les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au CSE. Donc là encore, il faut bien avoir cette particularité en tête. En cas de renouvellement ou de remplacement en cours de mois, le créditeur sera dû intégralement aussi bien aux anciens élus qu'aux nouveaux qui entrent en fonction. La seule limite, évidemment, c'est qu'un membre du comité qui va être réélu ne va pas pouvoir cumuler ces deux créditeurs. Alors, une disposition sur laquelle on est souvent sollicité, c'est la possibilité de partager ou de reporter les heures de délégation pour les membres du CSE. On verra cette possibilité après pour les délégués syndicaux, parce que c'est pas tout à fait le même dispositif. Alors, concernant le report, on parle parfois d'annualisation. En fait, le créditeur qui est attribué au titulaire du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Ça veut dire qu'un membre du CSE peut reporter son créditeur qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le ou les mois suivants. Alors, cette règle, cette possibilité est assortie d'une limite, puisque cette règle ne peut pas conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le créditeur dont il bénéficie. Donc, pour rendre les choses très lisibles, je vous propose un exemple très concret. Dans une entreprise de 60 salariés, un membre du CSE ayant 18 heures mensuelles de délégation pourra reporter sur le mois suivant au maximum 9 heures de délégation pour disposer ce mois-ci de 27 heures. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les modalités de ce report n'ont pas été précisées ni par décret, ni par le Code du travail. Il n'y a pas encore de jurisprudence, en tout cas de la Cour de cassation, sur ces nouvelles dispositions. Or, il y a de nombreux points qui restent incertains, notamment les modalités de détermination de la période de 12 mois. Par ailleurs, il est aussi possible qu'un accord relatif au CSE, accord sur le dialogue social ou même le règlement intérieur du CSE, octroie des heures de délégation supplémentaires, qu'on va appeler conventionnelles. Dans ce cas, il y a encore un flou juridique, mais rien ne semble imposer à l'employeur de mettre en place un mécanisme de report pour ces heures dites conventionnelles qui viennent en supplément de ce que prévoit le Code du travail. Mais rien n'interdit non plus à un accord collectif de prévoir le cumul de ces heures de délégation. Concernant le partage, on parle parfois de mutualisation. Là aussi, c'est une disposition récente qui permet aux membres titulaires du CSE, chaque mois, de répartir, soit entre eux, soit avec les membres suppléments du CSE, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Là encore, c'est assorti d'une limite, vous vous en doutez bien, et c'est la même idée, c'est que ce partage ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont dispose un membre titulaire en application de l'article R2314-1. Donc, là encore, comme je vous disais, comme pour le report, on manque un peu de recul, il n'y a pas de jurisprudence sur ces questions. Et le renvoi à l'article R2314-1, en fait, semble indiquer que la limite de une fois et demie se calcule finalement sur la base du crédit d'heures réglementaire et non pas sur le crédit d'heures dont disposent effectivement les représentants du personnel. Donc, ça voudrait dire que cette mutualisation, elle n'est possible que concernant le crédit d'heures légal et pas ce qui est prévu en complément par les accords collectifs. Mais là encore, on attend une décision de la Cour de cassation pour venir clarifier tout ça. En tout cas, je vous propose un exemple. Dans une entreprise, une grande entreprise de 546 salariés, un titulaire qui dispose de 24 heures de délégation
peut en partager certaines avec des membres suppléants ou avec d'autres titulaires, mais ce partage ne devra pas avoir pour effet qu'un membre dispose de plus de 36 heures de délégation dans le mois, les 24 légales fois une fois et demie, soit 36 heures. Alors, pour mettre en œuvre ce report ou ce partage des heures de délégation, il va falloir informer l'employeur. Il va falloir l'informer au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. Pour le partage des heures de délégation, là, on sait que l'information doit se faire par un document écrit. Et ce document écrit doit préciser l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. L'administration du travail considère que le créditeur étant mensuel, il va falloir que le chef d'entreprise soit informé tous les mois de la répartition retenue pour le partage, ce qui interdira pas par la suite des ajustements. Mais voilà, il faut avoir en tête que cette information, elle doit se faire mensuellement. Pour le report, là, il n'y a aucune modalité d'information prévue par décret. Donc, on peut supposer qu'une simple information par tout moyen suffit à remplir son obligation auprès de l'employeur. Je vous l'ai dit, ce partage ou ce report, ce mécanisme, il existe aussi pour les délégués syndicaux. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait des entreprises dans lesquelles plusieurs délégués syndicaux existent et ceux-ci peuvent donc se répartir entre eux le temps dont ils disposent, là aussi sous réserve d'en informer l'employeur. Cette information de l'employeur, il n'y a pas de modalité définie par décret, donc ça doit être défini par un commun accord entre les délégués syndicaux et l'employeur. Alors, comment se fait le décompte des heures de délégation? On va voir que certaines s'imputent sur le créditeur et que d'autres ne s'imputent pas. En tout cas, l'employeur, lorsqu'il décompte ou souhaite décompter les heures de délégation utilisées par les représentants du personnel, l'employeur doit se poser les deux questions suivantes. La première, c'est le temps consacré à l'exercice des fonctions représentatives doit-il être imputé sur le créditeur? Et la deuxième question que l'employeur doit se poser, c'est les heures de délégation ont-elles été utilisées conformément à l'objet du mandat dont est investi le salarié? Pour pouvoir répondre à ces deux questions, il va falloir connaître les deux règles suivantes. La première, c'est que d'une façon générale, toutes les activités exercées dans le cadre du mandat s'imputent, sauf texte contraire, sur le créditeur dont dispose le représentant du personnel. Ça veut dire que le temps que passe le représentant du personnel à l'exercice de ses fonctions va être décompté progressivement de son créditeur. Si le titulaire est absent et est remplacé par un suppléant, les heures utilisées par le suppléant vont venir s'imputer sur le créditeur du titulaire. La deuxième règle à avoir en tête, c'est que si l'employeur estime que des heures de délégation n'ont pas été utilisées en conformité avec l'objet du mandat, il doit les payer à leur échéance normale et contester ensuite. Donc, pour savoir si ces heures s'imputent ou non, il va falloir se pencher sur le type de temps passé à exercer son mandat. Donc, il y a les temps passés en réunion par les représentants du personnel. Ce temps passé en réunion, il connaît différents régimes. Alors, les réunions du CSE avec l'employeur, là, c'est simple. Ce temps n'est pas déduit du créditeur mensuel et il est payé comme du temps de travail. Cette règle, elle s'applique aux heures utilisées par les délégués syndicaux pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise. Ça semble évident. Cette règle s'applique également au temps passé par les membres élus du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE. Et enfin, ça s'applique au temps passé par les membres du conseil d'entreprise, qui est en fait la réunion du CSE et des délégués syndicaux. Donc, vous l'avez compris, dès lors que c'est une réunion avec l'employeur et surtout initiée par l'employeur, ça ne s'impute pas du créditeur. En revanche, pour les réunions internes du CSE, qui se déroulent hors présence de l'employeur, par exemple des réunions préparatoires, celles-ci vont venir s'imputer sur le créditeur, sauf si un usage ou un accord plus favorable prévoit le contraire.
Par opposition, les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunérée comme du temps de travail et ne sera jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE. Pour rappel, hein, cette commission est présidée par l'employeur. Les autres commissions du CSE, eh bien, à défaut d'accord, le temps passé par les membres du CSE à ces autres commissions ne sera pas déduit des heures de délégation, mais seulement si la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures dans les entreprises de 300 à 1000 salariés et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés. Donc, vous le voyez, dans le cadre de ces autres commissions, il va falloir essayer de restreindre le nombre d'heures qu'on y passe pour essayer de ne pas dépasser 30 heures ou 60 heures en fonction de son effectif. Alors, il fallait aussi que je vous signale le temps passé en cas d'alerte pour risque grave et danger imminent. Puisque ne sont pas décomptés du créditeur les temps passés par les membres du CSE, soit à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité. C'est le cas de la mise en œuvre du droit d'alerte pour danger grave et imminent. Et c'est pas décompté non plus dans le cas des enquêtes qui doivent être menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave à caractère professionnel. En revanche, le temps passé par les membres du CSE, par exemple, à l'exercice d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou à la dignité, ce temps passé-là, pour ces alertes-là, va venir s'imputer sur le créditeur. Il y a la jurisprudence récente, hein, je pense par exemple à un arrêt de la Cour de cassation de 2022 à propos d'une réunion proposée par l'employeur à la suite du déclenchement du droit d'alerte par le CSE et qui avait été déclenché en vue de mettre fin à une discrimination à l'encontre d'une femme enceinte. Voilà. Même si cette réunion était proposée par l'employeur, dans le cadre d'un droit d'alerte d'atteinte aux personnes, on ne peut pas imputer le temps qu'on y passe sur ces heures de délégation. Enfin, au contraire, on impute le temps qu'on y passe sur ces heures de délégation. Alors, évidemment, les membres du CSE disposent d'un droit à la formation dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Il s'agit notamment de la formation économique pour les titulaires du CSE, dans les entreprises de plus de 50 salariés, et de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé et de sécurité pour les membres de la CSSCT. Donc, le temps consacré aux formations des membres du CSE est toujours pris sur le temps de travail, est toujours rémunéré comme tel et n'est donc pas déduit des heures de délégation. Ça, c'est un principe général qu'on retrouve à l'article 2315-16 du Code du travail. Concernant les délégués syndicaux, il y a juste un petit cas particulier que je voulais vous signaler et qui arrive finalement de plus en plus fréquemment, puisqu'en fait, il est assez fréquent qu'une organisation syndicale en fait fasse appel à un délégué syndical d'entreprise pour venir participer, par exemple, à des négociations ou des concertations à un autre niveau que l'entreprise, une branche, par exemple. Et depuis la loi Rebsamen de 2015, un délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation pour participer au titre de son organisation syndicale à des négociations ou concertations à un autre niveau ou même à des réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. Alors maintenant qu'on a vu ça, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le dépassement du crédit d'heure. Parce que là, les enjeux sont assez lourds pour les représentants du personnel. C'est une pratique qui comporte des risques importants. Donc, je trouvais ça important de faire un focus là-dessus. En fait, le crédit d'heure qu'on a vu, qui est mensuel, qui est accordé aux représentants du personnel, il peut être dépassé. Il peut être dépassé, mais vraiment seulement en cas de circonstances exceptionnelles. Cette règle, ça s'applique aux représentants du personnel qui bénéficient d'un crédit d'heure
attribués par la loi, titulaire au CSE, représentant syndical au CSE. Voilà. En revanche, euh, comment va-t-on définir les circonstances exceptionnelles? Cette notion, elle a été définie par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui nous dit que pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu'elles constituent une activité inhabituelle, nécessitant de la part des représentants un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre. Donc, cette règle de la possibilité de faire un dépassement en cas de circonstances exceptionnelles, elle va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est les tribunaux qui vont venir apprécier au cas par cas si le dépassement était ou non justifié par des circonstances exceptionnelles. Donc, ça peut être apprécié par le juge du référé, donc, dans des délais assez courts. Autre conséquence, c'est que la preuve de l'existence de ces circonstances exceptionnelles repose là sur le représentant du personnel et non pas sur l'employeur, puisque ces heures ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation. Le représentant devra donc prouver, même par ailleurs, en cas de contestation de l'employeur, que ces heures prises au-delà de son crédit d'heures ont été utilisées conformément à l'objet de son mandat. Autre conséquence, c'est que ce dépassement pour circonstances exceptionnelles ne peut intervenir qu'après avoir épuisé son crédit d'heures mensuel. En conséquence, si des circonstances exceptionnelles se produisent en début de mois, elles ont pour effet finalement de priver le représentant du personnel de son crédit d'heures normal pour le reste du mois. Même les heures pouvant être reportées devront être utilisées en priorité avant de recourir aux heures de délégation pour circonstances exceptionnelles. Dernière conséquence concernant le paiement de ces heures. En fait, avant d'effectuer le paiement, là, l'employeur va pouvoir vérifier l'existence des circonstances exceptionnelles invoquées par le représentant du personnel et s'assurer que ces heures de délégation ont été utilisées conformément à l'objet du mandat. Donc, si un représentant du personnel fait un dépassement de crédit d'heures de délégation et qu'il n'y a aucune circonstance exceptionnelle, cela peut avoir pour lui deux conséquences graves. La première, c'est une retenue pour salaire qui correspondra au temps qu'il a passé et qu'il s'est absenté de son poste de travail. Et la deuxième, c'est une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Donc, il faut faire bien attention parce que quand on dépasse son crédit d'heure pour des circonstances exceptionnelles, en fait, l'existence de ces circonstances exceptionnelles, elles font pas l'objet d'une discussion a priori entre l'employeur et le représentant du personnel. En pratique, cette discussion, elle a lieu après la prise des heures. Donc, une fois que le salarié a dépassé son crédit d'heure, au moment du paiement des heures. Donc, il faut vraiment faire attention et il y a plusieurs décisions, plusieurs arrêts du Conseil d'État qui confirment qu'un dépassement injustifié peut, dans certains cas, certaines circonstances, autoriser l'employeur à sanctionner le représentant du personnel. Dernière partie, en tout cas pour ma part, avant de céder la parole à Clémence, quelques mots sur la prise d'heures de délégation en pratique. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il n'y a pas d'obligation de demander l'autorisation préalable à l'employeur. Le représentant du personnel n'a pas à obtenir cette autorisation avant d'utiliser ses heures. Et l'employeur, en fait, sous peine de commettre un délit d'entrave, ne pourra ni subordonner leur utilisation à une autorisation, ni exercer un contrôle a priori, procéder à une planification des heures de délégation ou sanctionner un représentant du personnel qui s'est absenté de l'entreprise sans autorisation alors que celui-ci allait rencontrer l'inspection du travail. Donc, pas d'autorisation préalable. Pour autant, il est tout à fait légitime ou possible ou légal pour un employeur d'instaurer une information préalable. L'employeur peut l'exiger de la part du représentant avant que celui-ci s'absente de son poste de travail et qu'il prenne ses heures. Donc, pour
justifier cette information, l'employeur peut s'appuyer sur la nécessaire bonne marge de l'entreprise, la nécessité de comptabiliser, par exemple, les heures de délégation utilisées. Voilà. Autre possibilité pour l'employeur, c'est d'instaurer le respect d'un certain délai de prévenance. Pour autant, attention, ça a été jugé légal, mais vraiment lorsque la détermination du délai est pratiquement laissée à l'appréciation des représentants du personnel. En fait, pour que ce délai de prévenance soit licite, il va falloir qu'il soit très court, qui varie selon le poste occupé et la nature du travail. Plus votre poste va être stratégique, déterminant pour l'entreprise, plus il va falloir informer en amont de l'employeur. J'ai noté une petite jurisprudence où un salarié a pu être sanctionné pour avoir informé à la dernière minute son employeur qu'il partait en délégation, mais tout simplement parce qu'en fait, il se rendait à une réunion prévue 8 jours avant et qu'il n'avait prévenu son employeur que 5 minutes avant de partir, ce qui avait finalement désorganisé l'entreprise, notamment son service. Donc là, ce représentant avait pu être sanctionné. Autre possibilité parfois ignorée, c'est celle d'exercer son mandat en dehors du temps de travail. Vous pouvez choisir d'exercer une partie de votre mandat en dehors de votre temps de travail sans utiliser vos heures de délégation. Alors, soit parce que vous avez déjà épuisé votre crédit d'heure, soit parce que vous préférez en conserver un reliquat pour plus tard. L'employeur ne pourra pas s'opposer à cette pratique dès lors que vous respectez les règles de fonctionnement de l'entreprise, par exemple ses heures d'ouverture et de fermeture. Concrètement, peut-être que Clémence reviendra dessus, mais un titulaire du CSE peut se déplacer librement dans l'entreprise et par exemple, s'il travaille de nuit, il peut tout à fait prendre ses heures de délégation 2 jours et aller prendre contact avec des collègues en dehors de lui, ses horaires de travail. Enfin, mais ça, je pense que vous le savez tous, il est possible de fractionner son crédit d'heure. Quand vous disposez de 24 heures de crédit d'heure, vous n'êtes évidemment pas obligé de les prendre les 24 à la suite. Vous pouvez utiliser ce crédit d'heure en une ou plusieurs fois en fonction des besoins découlant de votre mandat. Ça paraît assez logique. Un point sur lequel on est souvent contacté, souvent interrogé, c'est l'exercice du mandat pendant une période de suspension du contrat de travail. Le principe, c'est que la suspension du contrat de travail ne provoque pas la suspension du mandat. La jurisprudence est claire là-dessus et considère que la suspension du contrat n'entraîne pas la suspension du mandat. Ça a été jugé, par exemple, pour les congés payés, la maladie, l'activité partielle, la grève, la mise à pied disciplinaire, conservatoire, le congé de formation, même une dispense totale d'activité. Et à mon sens, ça pourrait s'appliquer à d'autres causes de suspension. Je pense à tout type de congé, un congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé maternité également, avec quand même un bémol concernant la période d'interdiction absolue d'emploi. Là, il faudrait mieux être... il vaudrait mieux, enfin, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, mais je ne prendrai pas le risque. Voilà. Donc, le mandat n'étant pas suspendu, il va falloir que l'employeur convoque les représentants du personnel aux réunions pendant la période de suspension. Donc, il va falloir convoquer le représentant pour les réunions périodiques et aussi lui fournir toutes les informations lui permettant de remplir sa mission. Le représentant du personnel peut exercer aussi l'intégralité de son mandat. Il peut par exemple aller aux réunions du CSE, librement venir exercer son mandat dans l'entreprise, participer à des réunions préparatoires, des réunions d'information, des prises de contact avec les salariés. Voilà, avant de finir et de passer la parole à Clémence, si vous êtes en arrêt de travail pour cause de maladie, effectivement, il va falloir que votre médecin traitant autorise l'exercice de votre mandat. Et il va falloir que votre mandat puisse s'exercer pendant les heures de sortie autorisées par la sécurité sociale, 10 heures, 12 heures, 16 heures, 18 heures. Pour autant,
L'employeur, lui, ne pourra prendre aucune sanction si vous exercez votre mandat en dehors de ces heures de sortie, puisque là, c'est un rapport entre vous et la sécurité sociale. Donc, seule la sécurité sociale pourrait se saisir de cette question, mais en aucun cas l'employeur. Je vous propose maintenant, pour continuer sur l'aspect pratique et la mise en œuvre des heures de délégation, de passer la parole à Clémence, qui va vous détailler la mise en place et l'utilisation du régime des bons de délégation que beaucoup d'entreprises connaissent. Oui, donc effectivement, hein, ça peut avoir on peut avoir l'impression qu'on va se répéter dans cette partie, puisque les bons de délégation répondent au principe qui vient de vous énoncer, que vient de vous énoncer Thomas, à savoir, effectivement, je ne peux pas contrôler a priori mes salariés, je ne peux pas leur demander des justifications sur l'utilisation des heures de délégation, je peux juste, pour bien faire marcher mon entreprise, connaître le fait que des salariés ne sont pas à leur poste de travail et sont effectivement en train de vaquer, enfin de s'occuper de leur mission syndicale, de leur mission de représentant du personnel. Avant qu'on reprenne sur cette partie-là, je tenais également à vous dire qu'il y aura une formation les 9 et 10 octobre, excusez-moi, sur maîtriser les différents mandats des représentants du personnel dans l'entreprise. Donc, ça peut creuser aussi ce sujet-là et bien sûr aller encore plus loin. Donc, il reste quelques places. Vous pouvez bien sûr prendre contact avec Marie qui a laissé son adresse mail dans le chat de ce webinaire. Si vous êtes bien sûr adhérent de la CFTC Cadre, il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour lui demander de plus en plus d'informations. Donc, la mise en place des bons de délégation, est-ce légal? Donc, qu'est-ce que c'est un bon de délégation? C'est tout simplement, il n'y a pas de forme légale, il n'y a pas de CERFA, c'est un formulaire mis en place par l'entreprise généralement que les élus doivent compléter et transmettre à l'employeur ou à son représentant préalablement donc à l'utilisation des heures de délégation. Est-ce que c'est légal? La jurisprudence a acté que c'était légal, mais pour que la mise en place des bons de délégation soit considérée régulière, eh bien, l'employeur doit se concerter avec le comité social et économique. Exemple, comment on utilise les bons de délégation dans le règlement intérieur du comité, dans une note de service, dans un accord de droit syndical. Donc concrètement, et c'est ce qui vous expliquait par exemple avec le délai de prévenance, c'est pas l'employeur qui fixe un délai de prévenance pour que vous lui disiez, voilà, X jours avant, je vais utiliser dans X jours mes heures de délégation. Donc, ça ne peut pas être mis en place unilatéralement. Donc, quelles mentions peuvent être prévues dans les bons de délégation? Et là aussi, Thomas a commencé concrètement à vous l'expliquer. On ne peut mettre que des mentions relatives à l'identité de l'élu, bien sûr. Il faut pouvoir retracer les heures de chacun, la date et l'heure du départ, ainsi que la durée présumée de l'absence. Et Thomas vous l'a expliqué, on peut fractionner même jusqu'à une demi-heure ces heures de délégation, sauf forfait jour. Mais ça, je laisserai peut-être Thomas vous en dire quelques mots, ou si ça vous intéresse, vous pouvez nous le dire en chat. Un délai de prévenance pour l'utilisation des heures, mais attention, ce délai de prévenance doit prévoir que c'est hors urgence. Si tout d'un coup, un salarié veut absolument vous voir parce qu'il est harcelé moralement et que vous devez quitter votre poste de travail, s'il n'y a pas 8 jours de prévenance, il n'y a pas 8 jours de prévenance. Donc, il faut que ce soit prévu également. Et uniquement pour rendre possible le décompte des heures utilisées. Donc, comme je vous le disais, interdit de contrôler a priori l'utilisation conforme au mandat et donc interdit d'intégrer, de demander à l'élu ne serait-ce qu'une mention qui justifierait ou qui demanderait le motif de cette absence. Donc, est-ce que vous êtes en droit de refuser de remplir ces bons de délégation? Moi, j'ai entendu des salariés qui forment régulièrement des CSE. Voilà, j'ai l'impression qu'on est fliqué. Voilà. En réalité, vous êtes, et à partir du moment où c'est valablement mis en place, donc à partir d'une concertation entre vous, les élus, et l'employeur, un élu ne peut pas refuser d'utiliser les bons de délégation. Un tel refus donc d'utilisation de ces bons peut constituer donc une faute disciplinaire susceptible de faire l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Plusieurs situations, par exemple, en cas de non-utilisation une fois d'un bon de délégation. Là, bien sûr, la jurisprudence a trouvé acceptable qu'il y ait un simple avertissement. En revanche, refus systématique d'utilisation des bons
utilisation des bons de délégation pour justifier des retards à son travail, donc une utilisation récurrente des bons avec cette finalité. Là, en revanche, la jurisprudence a considéré que ça pouvait aller jusqu'à un licenciement. Et on a même été jusqu'à qualifier pénalement certains élus d'escroquerie pour une utilisation des bons sans aucun rapport avec l'objet du mandat indiqué, par exemple des activités syndicales dans une entreprise étrangère. Ça avait été jugé donc dans ce cadre-là. Donc attention, le bon de délégation, encore une fois, est un simple document d'information. Donc il ne doit jamais être assimilé à une demande d'autorisation préalable de sortie. Ce qui est bon à savoir également, c'est que la délivrance d'un bon de délégation n'implique pas la reconnaissance de l'utilisation conforme des heures de délégation. Pour être clair, ce n'est pas parce qu'un employeur vous valide un bon de délégation et a dit c'est bien noté, vous serez en délégation de telle heure à telle heure, qu'il reconnaît implicitement que vous utilisez les heures de manière conforme au mandat. On le verra plus tard, puisqu'on va parler du paiement des heures de délégation. Un employeur peut avoir un doute sur l'utilisation régulière de vos heures de délégation. Et là, dans ce cadre-là, il pourra vous demander des explications. Eh bien, il pourra quand même vous demander ces explications, quand bien même vous avez rempli un bon de délégation. Ça ne vaut pas par avance acceptation des heures de délégation et obligation de les payer, ou en tout cas de ne pas les contester. Donc, l'employeur reste en droit de saisir le Conseil des prud'hommes, malgré les bons de délégation, pour contester l'utilisation qui en aurait été faite. Donc, nous allons parler maintenant de la liberté de déplacement des élus, excusez-moi, des élus du personnel. Donc, nous allons parler du principe et nous allons parler de comment est qualifié ce temps de déplacement en lui-même. Donc, que dit le Code du travail sur la liberté de déplacement des élus du personnel? Eh bien, les dispositions légales prévoient que tout représentant du personnel peut circuler librement dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci pendant ou en dehors de son temps de travail. Donc, les membres du CSE, en plus, peuvent également se déplacer afin d'effectuer des enquêtes en matière d'accident du travail. C'est ce qui est prévu à l'article que je vous ai mis entre parenthèses, ou encore des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Vous savez que les deux faisant partie de vos attributions en matière de santé quand on est élu du CSE. Quels sont les lieux concernés une fois qu'on a dit liberté de déplacement? Où elle est ma liberté de déplacement? Eh bien, la liberté de circulation des élus va concerner tous les services et tous les ateliers de l'entreprise. Et de manière plus globale, tout endroit, lieu de passage, lieu de repos, où un salarié peut être amené à se trouver dans le cadre de son travail. Donc, ils ont accès à tous les locaux de l'entreprise, à condition que les salariés y soient affectés ou puissent, comme je vous le disais, s'y trouver. Donc, par exemple, effectivement, un garage peut faire partie, là aussi, des endroits où l'élu peut librement circuler. Un parking également. En revanche, si une zone ou un local de l'entreprise est interdite d'accès à l'ensemble du personnel, eh bien, la liberté de déplacement ne s'y appliquera pas, par exemple, le toit d'un bâtiment. Pour rappel également, donc, le but de cette liberté de circulation, c'est aussi de pouvoir entrer en contact avec les salariés. Donc, si certains des salariés, et on le voit de plus en plus, si certains des salariés travaillent sur un lieu différent, espace de coworking, télétravail même, on pourrait aller jusque-là, ou effectivement un autre site de l'entreprise, les représentants du personnel doivent là aussi pouvoir y accéder. Excusez-moi. Il a donc été jugé, par exemple, que les élus peuvent circuler dans des unités de travail décentralisées. Donc, une fois qu'on a dit où on peut se déplacer librement, quand, à quel moment je peux en tant qu'élu, me déplacer librement? Eh bien, on voit que les représentants du personnel peuvent se déplacer, et c'est déjà ce que vous disait Thomas, quand il vous parlait de prendre ses heures de délégation pendant son temps de travail ou en dehors de vos heures habituelles de travail. Eh bien, les temps de déplacement suivent cette logique, à savoir, vous pouvez vous déplacer pendant votre temps de travail ou en dehors de vos heures de travail habituelles. Vous pouvez circuler, comme je vous le disais, dans l'entreprise et en dehors, pendant les heures de travail ou en dehors. Et cette liberté de déplacement est maintenue, là aussi, Thomas vous en parlait un petit peu, en cas de suspension du contrat de travail, le mandat lui-même n'étant pas suspendu pendant cette période,
en cas de grève, en cas de mise à pied, de congés payés. Je ne vais pas vous refaire la liste que Thomas vous a donnée. Donc, est-ce que l'employeur peut restreindre cette liberté de déplacement des élus ou est-ce que cette liberté est absolue? C'est-à-dire, je me déplace où je veux, quand je veux, en dehors de mon temps de travail, pendant mon temps de travail, sur les lieux de l'entreprise ou même dans les locaux de l'inspection du travail s'il le faut. Est-ce que cette liberté peut être restreinte par l'employeur? Eh bien, concrètement, elle est d'ordre public. Ça veut dire que normalement, elle ne peut pas être restreinte. Il ne peut pas, en principe, comme je vous le disais, la subordonner à une autorisation, à un contrôle préalable. C'est comme les heures de délégation, le déplacement ne peut être subordonné à autorisation. Et il ne peut pas non plus l'interdire ou la restreindre, notamment par le biais du règlement intérieur. Cependant, une restriction est apportée directement par le Code du travail, à savoir la nécessité de ne pas apporter de gêne importante au travail ou des questions de santé et de sécurité. Bien sûr, je ne peux pas aller voir le salarié qui se trouve dans un espace confiné pour des raisons, par exemple, de projection de déchets toxiques ou autres. Eh bien, j'attends qu'il soit sorti de son espace de travail dangereux pour aller le voir. Je ne peux pas non plus, dans la grande distribution, aller, par exemple, parler à toutes les hôtesses de caisse à 19h au moment où tout le monde fait ses courses le lundi soir. Donc, tant que je n'apporte pas de gêne importante, je me déplace autant que je veux dans l'entreprise. Et puis, on a connu très dernièrement d'autres limites possibles en pratique, hein, par exemple le Covid-19, où là, effectivement, pour des questions de santé et de sécurité, il y avait une limite pratique de la liberté de déplacement des représentants du personnel. Donc, le temps de déplacement, maintenant, une fois qu'on a dit qu'on pouvait librement se déplacer, on va se demander comment il est décompté ce temps de déplacement des élus. Thomas vous a très bien expliqué qu'il y avait un temps de délégation qui était en fait décompté, hein, c'est-à-dire il y avait des réunions qui vous font décompter vos heures de délégation, excusez-moi. Il vous parlait par exemple des réunions préparatoires. J'entre en réunion préparatoire avec 15 heures, je fais une réunion de 3 heures, je n'ai plus que 12 heures de délégation en sortant. En revanche, je vais à ma réunion de CSE ordinaire organisée par l'employeur, je rentre dans ma réunion avec 15 heures, j'en ressors avec 15 heures. Eh bien, c'est la même chose pour le temps de déplacement. C'est-à-dire, si vous vous déplacez pour aller à une réunion obligatoire convoquée par l'employeur, eh bien, ce temps de déplacement ne sera pas décompté de votre crédit d'heure. En revanche, si vous allez à une réunion préparatoire du CSE qui elle-même sera décomptée de votre crédit d'heure, eh bien, le temps de déplacement pour vous rendre à cette réunion préparatoire et donc non obligatoire, non convoquée par l'employeur, sera là bien déduit de votre temps de délégation. Donc, effectivement, toutes les heures consacrées à l'objet de son mandat, c'est-à-dire libre circulation dans l'entreprise pour prise de contact avec les salariés, visite des lieux de travail ou même justement, comme je vous disais, questions à poser à l'inspection du travail sur son temps de mission, eh bien tout ce temps-là sera imputable à votre temps de délégation et donc soustraira des heures à votre crédit d'heure total. Si ce déplacement a lieu en dehors du temps de travail du représentant, les majorations et compensations pour heures supplémentaires s'appliquent aux heures de délégation. On va y revenir tout de suite dans le paiement des heures de délégation. Donc, le temps de déplacement qui est effectué par un représentant syndical en dehors de l'entreprise durant son horaire normal de travail est également imputé au crédit d'heure. Et donc, cela peut être le cas, par exemple, pour les trajets effectués pour rendre visite à des salariés répartis sur des sites différents de travail ou encore pour se rendre à l'inspection du travail. Donc, nous allons passer maintenant au paiement des heures de délégation. Donc, le principe, il est clair. Là, c'est une jurisprudence constante. Je vous ai pris la plus récente, mais il y en a qui remontent aux années 80. Un élu ne doit subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel. Donc, cela veut dire que dans le calcul des heures de délégation, il va falloir prendre en compte également les primes et accessoires du salaire. Il va falloir prendre en compte les commissions. Et il va falloir prendre également en compte, s'il y en a dans l'entreprise, les pauses rémunérées.
Le temps passé en heures de délégation, et Thomas vous l'a déjà dit, est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à échéance normale, même en cas de litige sur le nombre d'heures auquel le représentant a droit. Donc, ça veut dire concrètement qu'il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, c'est-à-dire un employeur qui, avec les bons de délégation ou autres moyens de décompte, sait qu'un salarié a passé X heures en délégation, est obligé de les payer parce qu'il y a cette présomption de bonne utilisation. Il ne pourra pas refuser de payer, il peut seulement payer, puis contester ensuite devant un juge son utilisation. Donc, cette présomption, elle est simple, ça veut dire qu'on peut, devant un juge, la faire tomber, mais en revanche, on ne peut pas devenir juge soi-même en tant qu'employeur et donc ne pas l'appliquer quand bien même on a des éléments extrêmement probants de l'utilisation non conforme à l'objet du mandat. Donc, même si la contestation porte sur la réalité des heures utilisées ou prises ou sur la nécessité de leur usage en dehors du temps de travail, eh bien, je dois payer et ensuite, en tant qu'employeur, éventuellement contester. Donc, le refus de paiement de l'employeur est constitutif du délit d'entrave. Il est même tellement grave, en l'occurrence, qu'il constitue un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite vous permet d'avoir recours au référé si l'employeur refuse de payer, le référé vous permettant d'avoir un jugement et donc d'avoir un paiement dans les 15 jours. Donc, effectivement, il ne peut pas exiger non plus que l'élu lui rende des comptes sur l'utilisation des heures avant tout paiement. Donc, comme je vous le disais, tant que j'ai pas payé, tant qu'un employeur n'a pas payé, il ne peut pas demander de justification ou il ne peut pas dire que les heures n'ont pas été bien prises et refuser de les payer. C'est interdit, c'est un délit d'entrave et un trouble manifestement illicite. Attention, cela dit, le Code du travail n'a pas pour effet d'imposer un principe de paiement mensuel. Ce qu'elle pose comme principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de perte de salaire. Mais en cas de modulation du temps de travail, comme ça existe dans certaines entreprises, les heures de délégation peuvent tout à fait être portées à un compteur de modulation et donc payées uniquement à la fin de la période de modulation. Comme je vous le disais, un employeur qui souhaite récupérer finalement le paiement des heures de délégation parce qu'il considère qu'elles n'ont pas été utilisées dans un objet conforme au mandat, eh bien, comment il doit le contester? C'est ce que nous allons voir ici. Donc, l'employeur qui, après avoir payé les heures de délégation, encore une fois, comme je vous le disais, c'est seulement après. S'il souhaite contester leur bonne utilisation, eh bien, il va devoir demander préalablement aux représentants du personnel de lui indiquer les activités pour lesquelles elles ont été utilisées. Donc, vous voyez, on l'a redit, Thomas comme moi, impossible de contrôler a priori la justification ou l'utilisation des heures de délégation. Mais dès qu'un employeur paye, en revanche, qu'elles sont dans votre fiche de paie et que vous avez bien été rémunéré pour ce travail, eh bien là, il peut vous dire concrètement en quoi consistait ce travail. Là, je vous demande pourquoi vous avez pris vos heures de délégation. Là encore, sa demande doit uniquement avoir pour objet de connaître les dates, les heures, les activités concernées. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Mais il ne peut pas demander de justificatif ou de justification. Par exemple, vous allez lui dire en activité, j'ai été à l'inspection du travail. Il ne peut pas vous dire, ah bah l'inspection du travail, là, comme ça, c'est conforme au mandat, mais tu n'avais pas de bonne raison d'y aller. Ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas juger de la raison qui fait que vous avez fait telle activité par rapport à telle mission qui est donc conforme à l'objet de votre mandat. Donc, si le représentant du personnel refuse de fournir les indications demandées, les dates et les heures, les activités qu'il a fait pendant sa prise de crédit d'heure, l'employeur doit saisir le CPH de sa demande, donc le Conseil des prud'hommes, d'une demande de précision, donc effectivement, des indications qui ont été demandées et qui n'ont pas été données par le salarié. Mais attention, l'employeur, là-dessus, il fait face à un écueil juridique, c'est-à-dire que le salarié ne veut pas lui donner de raison, ne veut pas lui donner quelle activité il a fait pendant ce temps-là.
eh bien, l'employeur ne peut pas directement demander le remboursement, puisqu'il n'a pas de justification lui permettant de penser que les heures ont été prises de manière non conforme à l'objet du mandat. Il est donc obligé d'abord de demander au Conseil des prud'hommes des précisions. Donc là, le salarié va les fournir au Conseil des prud'hommes et après obtention des précisions, il va devoir former une deuxième action devant le CPH d'une demande de remboursement des heures de délégation qu'il estime, lui, indûment payées. Et attention, là aussi, une fois que le salarié a dit voilà, j'étais en activité inspection du travail, là, j'étais avec tel salarié sur telle problématique, eh bien, ce sera à l'employeur d'apporter la preuve de la non-conformité de l'utilisation du crédit d'heure avec l'objet du mandat. Donc, le salarié, il va juste amener les éléments j'étais à tel endroit dans le cadre de ma mission de telle heure à telle heure, et c'est à l'employeur de prouver que ces éléments-là ne sont pas conformes avec l'utilisation de votre crédit d'heure. Donc, ce ne sera pas évident pour lui d'obtenir le remboursement des heures de délégation. Attention cependant, c'est au salarié en revanche que revient de prouver la prise d'heures des délégations en dehors du temps de travail et sa justification. Donc, quand vous êtes en dehors du temps de travail, l'employeur peut quand même vous demander, une fois qu'il a payé, là aussi, il peut quand même vous dire est-ce que ces heures étaient prenables à un autre moment? Prouve-moi qu'elles étaient vraiment pas prenables à un autre moment qu'en dehors de ton temps de travail. Donc, Thomas vous parlait également des heures de dépassement prises en cas de circonstances exceptionnelles, circonstances éminemment jurisprudentielles. Eh bien, ces heures ne bénéficient pas cette fois-ci de cette présomption de bonne utilisation et donc, elles ne bénéficient pas non plus de l'obligation de paiement à échéance normale. C'est ainsi que ça va être à l'élu d'établir l'existence des circonstances préalablement à tout paiement et la conformité de leur utilisation au regard du mandat. Donc, en cas de litige, c'est-à-dire, je vais vous voir, monsieur l'employeur, voilà pourquoi j'ai dépassé mes heures habituelles avec des circonstances exceptionnelles qui sont, par exemple, une grève généralisée dans l'entreprise, eh bien, si là, l'employeur dit, moi, je considère que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle, eh bien, vous devrez, là aussi, aller saisir le juge prud'homal pour en réclamer le paiement. Donc, dans ce cadre-là, et c'est la seule situation dans laquelle c'est possible, c'est-à-dire la circonstance exceptionnelle et le dépassement des heures de délégation classique, c'est uniquement dans cette circonstance qu'un employeur peut pratiquer une retenue sur salaire pour toutes les heures qui excèdent le crédit d'heure. Et là aussi, en cas de litige, cette retenue sera soit validée par le juge, soit invalidée par le juge si le salarié justifie ou pas des fameuses circonstances exceptionnelles dont vous parlez, Thomas. Donc, cette retenue ne va pas être obligatoirement opérée sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le dépassement s'est produit. Là aussi, la jurisprudence n'a pas précisé cette obligation d'opérer donc cette retenue de salaire le mois où il y a utilisation des heures de délégation. Maintenant, on va parler du paiement des heures qui sont prises en dehors du temps de travail cette fois-ci, puisque là, on était sur des heures prises pendant le temps de travail et payées donc obligatoirement par l'employeur. Qu'en est-il des heures prises en dehors du temps de travail? Donc, quand vous prenez vos heures de délégation en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités du mandat, encore une fois, il faut que ce soit en raison des nécessités du mandat. Leur paiement se fait en heures supplémentaires pour les heures qui excèdent la durée légale de travail. Elles ouvrent donc droit à une majoration, ça dépend des conventions collectives de branche, 10, 20, 50%, ou à un repos compensateur de remplacement, donc dans certaines entreprises qui l'ont mis en place, ou dans certaines branches qui l'ont mis en place. Cas particulier cependant, en cas d'utilisation du crédit d'heure pendant une période de repos compensateur, les heures de repos sont reportées ou indemnisées en cas de rupture du contrat de travail. En revanche, attention, le cumul du salaire et de l'indemnité de congé payé étant prohibé par la jurisprudence, un représentant qui va exercer son mandat pendant ses congés payés ne pourra pas cumuler
l'indemnité de congé payée et la rémunération des heures de délégation utilisées pendant ces congés. Concrètement, normalement, si l'employeur fera un report, c'est-à-dire qu'il fera comme si vous aviez pris vos heures de délégation le mois suivant. Cela dit, la jurisprudence, là aussi, n'a pas tranché sur le fait d'exiger et d'imposer ce report à l'employeur. Et pendant un arrêt maladie, que se passe-t-il si je prends mes heures pendant un arrêt maladie? Comment vont-elles être payées par l'employeur? Eh bien, le paiement des heures de délégation dans le cadre d'un arrêt maladie est subordonné cette fois-ci à l'autorisation préalable par le médecin traitant d'exercer le mandat. Donc, si vous avez cette autorisation préalable, on tombe dans le régime dont je vous parlais, c'est-à-dire paiement à échéance de la paie. Donc, en parlant de paie, le bulletin de paie doit-il justement mentionner les heures que vous avez prises en délégation en tant qu'élu? Donc, il faut savoir qu'il est interdit de mentionner sur le bulletin de paie la présence d'une activité de représentation des salariés. Donc, la nature et le montant de la rémunération du mandat figurent sur une feuille, une fiche annexée au bulletin de paie, qui a le même régime juridique que celui-ci, c'est-à-dire la même force probante aux yeux des juridictions, et que l'employeur établit et fournit aux salariés, donc conformément à l'article que je vous ai mis entre parenthèses. Donc, cependant, son défaut d'établissement, donc s'il n'établit pas cette fiche annexe, ça ne suffira pas à établir que les heures n'ont pas été rémunérées. Il faudra que vous prouviez que vous avez une perte de salaire par rapport à ces heures-là. Cette rémunération, comme c'est du temps de travail effectif, bien sûr, suit exactement le même régime social et fiscal que le salarié. Mais pareil, comme je vous le disais, je ne dois pas voir de traces de l'activité syndicale, donc je ne peux pas, par exemple, et c'est ce qu'avaient fait certains employeurs, appeler les heures de travail heures travaillées 1 et les heures de délégation heures travaillées 2, ou encore les appeler heures assimilées. Il y a eu tout un tas de jurisprudence comme ça. Je ne dois pas voir les traces de l'activité syndicale.